Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h dont voici le sommaire. C'est l'événement qu'attendent les passionnés d'automobile et d'innovation. Le salon Top Marque a ouvert ses portes, il se tient jusqu'au 12 juin au Grimaldi Forum. Nous vous présenterons les voitures d'exception, ce que l'on appelle des supercars et même hypercars. Une belle réussite made in Monaco, le tome 7 du manga Blitz paraît demain. Cédric Biscay, son créateur et co-scénariste, sera avec nous. Il évoquera également les projets dont fourmille sa société Shibuya Productions, dont une collaboration avec l'astronaute Thomas Pesquet. Le Grimaldi Forum va s'étendre grâce aux infrastructures du projet Maretera qui le borde. Le centre de congrès va doubler ses espaces à l'horizon 2025. Nous entendrons dans ce journal le directeur général du Grimaldi Forum, Sylvie Biancheri. La semaine de la philosophie se poursuit avec des matinales philo, place du marché, la grande remise des prix annuels et cette conférence donnée par Vinciane Després intitulée « Écrire avec les animaux » sous l'égide de la Fondation Prince-Pierre. Nous verrons ce qui se cache derrière ce mystérieux titre. Enfin, samedi sera organisée la grande fête du musée océanographique, une journée d'animation destinée aux familles et proposée par l'Association des Amis du Musée, dont la secrétaire exécutive Aurore Negro-Foucault sera notre invitée pour dévoiler le programme qui vous attend. C'est parti pour la 17e édition de Top Marque. De renommée internationale, cette exposition automobile annuelle est devenue, au fil du temps, l'un des rendez-vous incontournables du calendrier monégasque. Vanessa Dessy, Alexandra Marangoni, Jean-Alexandre Dordet et Alexandre Gougassian vous en livrent un avant-goût avec, vous allez le voir, des supercars uniques au monde. Après 2 ans de report, c'est sous le signe de l'innovation que cette 17e édition Top Marque nous revient riche en nouveautés. Des supercars en première mondiale, des objets volants made in Monaco et des voitures mythiques comme cette monoplace de l'écurie Benetton. C'est une voiture qui a été pilotée par Nelson Piquet et par Michael Schumacher en 1991. D'ailleurs, cette voiture-là, celle-là, a gagné le Grand Prix du Canada. Là où j'ai aussi remporté ma première victoire quelques années auparavant, en 89 d'ailleurs. Donc cette voiture-là est en état de rouler. Elle a été pilotée il n'y a pas longtemps par le propriétaire et elle est en vente chez nous pendant le salon. J'espère qu'on va trouver acquéreur. Une Bugatti sur mesure, c'est désormais possible. Un programme de personnalisation officielle vient d'être lancé en réponse à la demande croissante. C'est le service de personnalisation de Bugatti où tous les rêves sont possibles, j'ai envie de dire. Vous avez depuis la couleur, la personnalisation couleur extérieure, couleur intérieure. Vous avez tous les matériaux, les choix de possibilités. Et faites-vous plaisir, faites-nous rêver et faites-vous rêver. Le salon Top Marque vous accueille jusqu'à dimanche au Grimaldi Forum pour acheter, découvrir ou tout simplement rêver. Voilà du rêve jusqu'à dimanche au Grimaldi Forum. Le salon Top Marque fera également l'objet d'un numéro spécial de l'émission Asphalte sur Monaco Info avec un tour d'horizon des plus belles voitures exposées au Grimaldi Forum. Et l'autre événement, c'est la parution demain du tome 7 du manga monégasque Blitz. Cette série, proposée par Shibuya Productions, se passe dans le milieu des échecs et ce n'est que l'un des nombreux projets du fondateur prolifique de cette société qui est avec nous ce soir. Bonsoir Cédric Biscay. Bonsoir Patricia. Vous publiez à un rythme plus que soutenu, déjà le tome 7. C'est un beau succès, ce manga Made in Monaco Blitz. Bah oui, j'avoue que c'est un petit peu inespéré. Déjà le tome 7, le chapitre 50, c'est quelque chose de très important dans le monde du manga, avec un rythme de parution de 4 mois entre chaque tome. Donc c'est très très soutenu et je suis super content d'en arriver là pour l'instant. Combien d'exemplaires vendus depuis le début de l'aventure ? Plus de 70 000 exemplaires vendus rien qu'en France. On a 200 000 lecteurs au Japon. Et aussi, une chose qui est vraiment exceptionnelle, c'est qu'on a réussi à vendre les droits aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Donc à partir de septembre, ça sera dispo dans ces pays-là. Cédric, pour ceux qui suivent et sans trop en révéler, ce tome 7, c'est l'heure de la grande finale ? Oui, alors évidemment, c'est la grande finale du tournoi intercollège du Japon. Donc, c'est la grande finale à Kyoto. Évidemment, je vais pas donner trop de détails, mais c'est vrai que tous les lecteurs attendent avec impatience le dénouement de ce tournoi. Comment travaillez-vous sur chaque opus ?
Disons que j'envoie une trame complète du scénario à mon illustrateur et à ma co-scénariste. Et de là, on travaille pour obtenir un storyboard. Et une fois que je reçois ce storyboard, qui est censé être l'aboutissement un peu du travail du scénario, je valide ou pas les différentes scènes qui me sont proposées. Et vous planchez déjà sur le prochain ? Ah oui, ça fait un petit moment. Je suis même déjà j'ai plusieurs tomes d'avance en termes d'histoire qui sont pas forcément toujours super aboutis, mais j'ai une trame qui va au tome 25 aujourd'hui, donc une trame globale. Et c'est vrai que là déjà, je suis déjà sur le tome 8, 9 et même 10. Je vous cache pas. Oui, donc on se reverra. Oui, disons que j'espère. Après, ça dépend principalement des lecteurs. Il faut qu'évidemment que ça continue à bien fonctionner, mais pour l'instant, c'est le cas. Donc on continue l'aventure. Et à partir du tome 10, l'aventure vivra pleinement à Monaco, parce que je rappelle qu'il y a quand même un arc qui doit se poursuivre jusqu'à Monaco. Et à partir du tome 10, on sera en plein dans Monaco. Blitz, ce n'est qu'une partie de votre activité et on a le sentiment là aussi que vous ne chômez pas. Vous avez monté il y a quelques jours les marches du palais du Festival de Cannes aux côtés de Thomas Pesquet. Qu'est-ce que cela cache ? Petite question piège. En fait, tout simplement, alors je peux pas trop en révéler, mais vu qu'il en a parlé lui-même dans la presse, en fait, on va travailler ensemble sur un projet qui lui tient à cœur. Donc, je peux pas trop en dire, mais en tout cas, oui, on va travailler ensemble avec Thomas Pesquet et je suis super content de ça, quoi. Donc, nous resterons à l'affût. Shibuya Production, au départ, c'était de la production de jeux vidéo, puis il y a eu le salon Magic. Cela se poursuit en parallèle ? Le prochain Magic, je crois, aura lieu les 25 et 26 février 2023, si je me souviens. Donc, on a eu un stop, comme beaucoup, à cause du Covid, mais on reprend le Magic en février avec plein de surprises à venir. Et puis, on continue évidemment tout notre travail sur le jeu vidéo, le manga, le dessin animé, le documentaire. Enfin, on fait énormément de choses et même petite news sympa, on bosse aussi dans le spatial. Donc, on aura le temps d'en reparler, je pense, à l'occasion. Pour faire Thomas Pesquet. Ah, c'est autre chose. Pas avec Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, c'est encore un autre sujet. On a beaucoup de choses, nous. Cédric Biscay, vous faites partie de ces entrepreneurs installés à Monaco qui ont connu au cours des dernières années un développement et une réussite exponentielle. La marque Monaco aussi, ça aide ? Alors, je ne sais pas si on a un si grand succès, mais en tout cas, c'est clair que la marque Monaco, ça nous aide. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité implanter l'entreprise à Monaco. Moi, j'ai toujours cru dans le fait que Monaco, ce soit une fenêtre ouverte sur le monde. Tout le monde rêve de venir à Monaco. C'est vrai qu'il y a toujours cette image uniquement de Grand Prix, de luxe, de tourisme. Mais nous, on essaye de faire changer ça à notre niveau. Et je pense que maintenant, Monaco, dans le milieu du divertissement, du manga, de l'animation, du jeu vidéo, est bien repéré, en tout cas par les étrangers, c'est clair. Merci Cédric Biscay d'avoir répondu à ces questions alors que paraît vendredi le tome 7 du manga Blitz et à très bientôt alors pour tous vos autres projets. Merci à vous, au revoir. Cédric Biscay qui participera à une séance de dédicace à la Fnac de Nice samedi de 15h à 18h. Nous accueillons Frédéric Hélion pour développer les autres titres de l'actualité du jour et l'on débute par ce projet d'envergure pour le Grimaldi Forum. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Patricia, le Grimaldi Forum fêtera son quart de siècle en 2024 et proposera à ses clients dès 2025 une vaste extension de son bâtiment au sein d'un écoquartier avec des espaces verts. Je vous propose d'écouter à ce sujet Sylvie Biancheri, directeur général du Grimaldi Forum. Elle est au micro de Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. C'est une extension qui est importante pour l'avenir du tourisme d'affaires en Principauté, puisqu'il s'agit d'une extension de 6000 m² supplémentaires. Donc pour vous donner une idée, c'est 50% de plus de la surface d'exposition actuelle du bâtiment. Modulable, donc possibilité de travailler cet espace soit en surface d'exposition, soit en salle de réunion, ce qui est également important pour certains types de congrès. Et puis 2000 m² en extérieur que l'on récupère et qui permettent vraiment de combiner l'intérieur, l'extérieur dans un pays comme le nôtre, évidemment, en bord de Méditerranée, c'est très important. Cette extension est construite sur l'écoquartier. Elle va donc s'intégrer parfaitement dans toute la politique environnementale que nous menons déjà au niveau du Grimaldi Forum, qui, comme vous le savez, même déjà il y a 20 ans, était un bâtiment écologiquement responsable. Ce nouveau projet répond à un cahier des charges très strict sur le plan environnemental
et s'inscrit parfaitement dans l'objectif de la principauté, atteindre la neutralité carbone en 2050. La principauté a pris part récemment à plusieurs réunions sur des enjeux internationaux. Hier, Isabelle Béraud-Amadei a participé en visioconférence au dialogue ministériel méditerranéen sur la crise de sécurité alimentaire organisé par le gouvernement italien. La ministre des Relations extérieures et de la coopération a appelé à une levée immédiate du blocus des ports de la mer Noire afin de permettre les exportations des céréales ukrainiennes. Monaco a fait de la sécurité alimentaire mondiale l'une de ses priorités de coopération et y consacre près d'un tiers de son aide publique au développement. Représenté par Isabelle Rosa Brunetto et Alexandre Bordero, Monaco a également participé la semaine dernière au Monténégro à la 8e réunion de l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé en faveur des petits pays d'Europe. Les 11 États membres ont abordé la relance du tourisme et plus précisément celle d'un tourisme durable et sûr d'un point de vue sanitaire. Économie toujours avec cette conférence à venir à la fin du mois. Le Club des entrepreneurs monégasques en Afrique organisera le 29 juin, en partenariat avec le Monaco Economic Board et la Fédération des entreprises monégasques, une journée de conférence-débat Africa Day. De nombreux experts européens et africains évoqueront plusieurs thèmes environnementaux et l'impact des technologies numériques sur le développement de l'Afrique. À l'occasion de la semaine de la philosophie à Monaco, la Fondation Prince-Pierre a invité la philosophe et psychologue Vinciane Després à donner une conférence intitulée « Écrire avec les animaux », un titre qui mérite quelques explications. Voyez ce reportage de Juliette Rappert et Lionel Bernardi. C'est en présence de son Altesse royale la princesse de Hanovre que la philosophe Vinciane Després a donné une conférence sur la possibilité que les êtres vivants, autres que les humains, puissent participer activement à l'écriture de l'histoire par le biais de traces et de marques. Comme ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressée à la possibilité fictionnelle que les animaux pourraient écrire. Je l'ai mise moi-même en application dans des travaux antérieurs. Et si les poulpes écrivaient, qu'est-ce qu'ils écriraient? Si les wombats, qui sont des petits marsupiaux d'Australie, écrivaient, qu'est-ce qu'ils écriraient? En quoi écriraient-ils? Et puis je me suis dit, bon, mais si je devais faire une conférence théorique qui parlerait de ce sur quoi je me fonde, quels sont les auteurs qui pourraient donner raison à cette fiction? Vinciane Després se penche sur la question depuis plusieurs années, auteur des livres Hans le cheval qui savait compter, ou Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions, ou encore Autobiographie d'un poulpe. Elle ne cesse de questionner cette possibilité d'écriture. J'essaye d'imaginer que si les historiens du futur devaient faire l'histoire de cette science particulière qu'est la littérature des animaux, sur quels auteurs contemporains réels pourraient-ils se fonder? Vinciane Després s'est appuyée sur les philosophes tels que Michel Serres, William James et fera remarquer que plusieurs auteurs ont émis la possibilité que l'on puisse effectivement parler d'écriture chez d'autres vivants que les humains. Petits et grands ne manqueront pas le rendez-vous. Samedi aura lieu la fête du musée océanographique. L'association des Amis du musée a une idée de mettre en place cet événement pour entretenir le lien fort qui existe entre le public et le temple de la mer. Et pour cette nouvelle édition, le programme s'annonce particulièrement riche, comme va nous le révéler la secrétaire exécutive de l'association des Amis du musée. Bonsoir Aurore Negro-Foucault. Bonsoir. Avant d'évoquer cette grande fête du musée, qui sont-ils, ces amis du musée regroupés en association? Alors, les Amis du musée, c'est une association qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans et qui a pour mission de soutenir les actions et les projets du musée océanographique de Monaco. Alors, ce sont de généreux mécènes, mais des amoureux des mers et océans aussi avant tout? Alors, principalement, on n'a pas que des mécènes. On a donc, comme vous l'avez dit, des bienfaiteurs, mais on a aussi beaucoup de membres qui sont là en effet pour soutenir, on les appelle d'ailleurs des amis, pour soutenir les océans, pour soutenir les projets et surtout pour nous suivre en tant qu'association. Alors la fête du musée océanographique est née un peu avant que la Covid ne s'immisce, mais c'est fort du succès rencontré lors de la toute première édition que vous avez décidé de réitérer l'opération. C'est ça. Donc la première édition qu'on a lancée le 27 avril 2019 a été un vrai succès. On a eu 4000 visiteurs dans la journée.
Et puis là, dans 2 jours, donc le samedi 11 juin, on refait la 3e édition, puisque la 2e a été lancée en 2020, pendant un mois sur un portail digital. Donc un site qui existe d'ailleurs encore, qui s'appelle fêtesdumusée.org et qui propose plein d'activités comme on fait en fait en réel à la fête du musée. Oui, vous étiez adapté au contexte en basculant aussi donc sur ce fameux distanciel. Le programme sera extrêmement varié. À quoi peut-on s'attendre samedi ? Alors, il y a plein d'activités, comme vous l'avez dit. Donc, il y aura des associations à Monaco qui vont venir pour sensibiliser le public sur les déchets plastiques, sur la pollution. On aura aussi donc, le Centre scientifique de Monaco qui va venir faire un petit jeu du petit scientifique. On a une activité artistique collective. Et puis, on aura aussi dans la salle des conférences une pièce de théâtre et un artiste qui va venir faire un concert avec des objets recyclés. Et puis, bien sûr, sur la terrasse, on aura un coin lounge avec un DJ, des chaises pour se reposer avec vue sur la mer et puis un glacier qui propose de la glace à la spiruline et bien d'autres goûts. Cette fameuse algue, c'est autant destiné aux adultes qu'aux enfants? Tout à fait. C'est à partir de 3 ans. Il n'y a pas de limite d'âge, c'est vraiment pour tout le monde, puisque c'est aussi la journée où le public pourra découvrir Mission Polaire, la nouvelle exposition du musée océanographique. Vous allez être entouré de bénévoles, vous encouragez plus largement tout au long de l'année les gens à s'engager bénévolement pour faire vivre ce beau musée? C'est ça. Donc toute l'année, en fait, on a une équipe de bénévoles qui nous aident sur différentes missions. Ça peut être des missions dans l'animation, dans l'accueil, ou bien des missions dans l'administratif. Mais là, c'est vrai que sur cette fête du musée, on a passé pas mal d'appels sur les réseaux et on a eu un beau retour. On attend à peu près une 40aine de bénévoles sur cette journée-là. Et quels sont les autres projets que vous prévoyez pour les mois à venir, au-delà de cette fête du musée? Eh ben, on a notre deuxième grosse identité, c'est le programme de parrainage de poissons. Donc c'est un parrainage qui propose à enfants comme adultes de parrainer une espèce de nos aquariums. Tout ça, c'est sur notre site, vous pouvez retrouver toutes les espèces à parrainer ainsi que les différents packages. Et puis voilà, on a nos bénévoles comme vous le disiez, et puis on a nos membres, et puis il y a surtout des événements, différentes expositions, différents événements qu'on organise tout au long de l'année, ou bien que le musée organise et on invite nos membres à se joindre. Finalement, votre action, elle fait écho au credo du musée qui est la pédagogie, la sensibilisation, l'information? C'est ça, c'est ça. C'est aimer, faire connaître et protéger les océans. Merci Aurore Negro d'avoir répondu à notre invitation. Et rendez-vous est pris, donc samedi de 10h à 19h au musée océanographique. C'est ça. Merci. Frédéric Hélion est de retour pour un nouveau point info. Nous la recevions hier. Alexia Barrier tenait une conférence à l'espace Léo Ferré. La navigatrice finisher du Vendée Globe il y a 2 ans présentait à l'espace Léo Ferré son nouveau défi, The Famous Project. Un équipage international composé de femmes âgées de 18 à 50 ans va se lancer dans un tour du monde à la voile en moins de 80 jours, le trophée Jules Verne. Un défi sportif mais aussi social et environnemental, aucun équipage féminin n'a tenté cette aventure depuis 24 ans. C'est l'un des principaux événements caritatifs de l'année à Monaco. On connaît les dates, Frédéric, de la prochaine No Finish Line. Children and Future l'a annoncé hier soir, la prochaine édition de la No Finish Line se tiendra du 12 au 20 novembre, entièrement en présentiel. Retour aux sources donc pour cette grande manifestation dont l'objectif est de courir ou marcher pour la bonne cause. Pour chaque kilomètre parcouru, Children and Future reverse 1 € pour soutenir des projets en faveur d'enfants malades ou défavorisés. Les inscriptions pour les 8 jours seront ouvertes à partir de juillet. Cette information pratique à présent. Le mini-golf du parc Princesse Antoinette est fermé depuis mardi, et ce jusqu'au 17 juillet inclus. Des travaux sont effectués sur le site. Et enfin, les prévisions météo. Quel temps fera-t-il vendredi, Frédéric? Ça sent l'été, Patricia. Le ciel sera bien dégagé avec un grand soleil, de rares nuages et peu de vent. Le thermomètre oscillera entre 18 degrés le matin et 27 l'après-midi. Vendredi 10 juin, nous fêterons les Landry. C'est noté, Frédéric et moi-même vous retrouverons demain à 19h pour un nouveau journal. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Monaco Info. Nous nous quittons avec cette série de photos de Manuel Vitali qui met en lumière les véritables petits bijoux dont recèle le salon
Top Marque. À demain.